Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette série qui permet de découvrir des gens créatifs et audacieux. Puis audacieux, c'est le mot que j'emploierai avec notre invité Jean-Pierre Blanc, fondateur et directeur du Festival international de mode et de photographie d'hier, parce qu'il fallait être très audacieux il y a 35 ans déjà pour créer et mettre sur pied ce festival. Quand vous y pensez, je suis certain qu'à chaque fois, et on vous pose souvent la question, que c'était de la folie, c'était de l'inconscience peut-être. Quand on est jeune, tous les projets sont stimulants et on y croit. Ouais, oui, sur le moment, ça ne paraissait pas du tout de la folie. C'est rétrospectivement qu'on se dit que d'avoir réussi euh, cette aventure en province, alors que la France est, comme vous le savez, un pays extrêmement centralisé, c'est surtout ça qui était très, très difficile. Euh, et après, oui, on a lancé ce festival quand j'avais 20 ans, on ne se pose pas de questions et on a plutôt tendance à foncer et à y aller. Euh, et voilà, c'est ce qu'on a fait en fait. Donc, c'était au tout début, au milieu des années 80, au début des années 80, en 1986 précisément. Et on a eu comme ça des bonnes étoiles au-dessus de la tête qui nous ont permis de rencontrer des gens tous plus talentueux et sympathiques les uns que les autres et qui ont décidé de nous aider. Je me souviens très bien de Frantrice, la directrice artistique des magasins. Euh, J'avais dit Colette, mais les Victoires à Paris, ce qui à l'époque était un peu le Colette que l'on a connu quelques années après. Et François, c'est qui est venu la première en me disant, écoute, j'adore ce que tu fais, je vais t'aider. Et c'est ce qu'elle a fait et ça nous a propulsé d'une manière assez spectaculaire dans le monde de la mode que je ne connaissais absolument pas. Il y a un petit décalage dans le son. J'espère que les gens arrivent à nous suivre. On va continuer. On va voir si ça continue à bien se dérouler malgré tout. Un des points intéressants aussi, c'était le fait de, dès le départ, se dire on va encourager la création, c'est-à-dire de voir la relève et de pousser cette relève qui était parfois peut-être oubliée il y a 35 ans et qui l'est parfois encore aujourd'hui. Bah oui, ça c'est vraiment le maître mot du festival. Euh, euh, Faire en sorte d'aider, d'accompagner, de rassurer, de structurer des jeunes créateurs euh, venus de tous les horizons du monde. Et ça, c'est vraiment la particularité du festival. Euh, euh, avec des moyens qui ont évidemment changé avec le temps, mais la volonté reste la même. On ne s'adresse que à des gens créatifs, à des gens motivés par la créativité et qui ont envie de lancer leur carrière dans la mode créative aujourd'hui. Et c'est vraiment, vraiment le leitmotiv. Alors, comme vous le dites très justement, ça n'a jamais été autant à la mode que ces dernières années. Et quand on a commencé, il y avait des gens qui nous disaient, mais pourquoi vous intéressez-vous à des jeunes créateurs alors qu'il y a des talents beaucoup plus affirmés que vous n'allez pas aider? Mais c'est la réalité. Mais c'est vraiment ce qui a fait la particularité du festival de hier, de s'adresser à des gens qui sortent de l'école et qui sont très jeunes. Bonne nouvelle, la pluie, malheureusement, n'a pas permis au festival, au mois d'avril en général, ça a lieu vers la fin avril, d'avoir lieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il aura lieu au mois d'octobre. Et ça doit être un soulagement parce que j'imagine que tout ce travail, il doit y avoir une angoisse de se dire, mais on ne peut pas sauter cette année. Bah, après, c'était très difficile à prendre comme décision, évidemment, mais surtout, enfin, il s'agissait de l'année des 35 ans. Avoir passé 35 ans à organiser ce festival, comme vous le disiez justement au début de notre entretien, c'est déjà beaucoup. Et devoir rater cet anniversaire, c'était triste. Et puis, il y a des gens qui ont été sélectionnés, qui attendent beaucoup. Ça change leur vie, le festival d'hier, souvent. Et du coup, c'est surtout pour les jeunes et pour le public qu'il était important que ce festival soit maintenu. Il a fallu qu'on prenne une décision en 3 jours. C'était très court, mais c'est ce qu'on a fait et j'espère qu'on a été bien inspiré et que ce sera formidable en octobre et que les professionnels et le public seront au rendez-vous pour faire de cette 35e édition un moment professionnel et de fête malgré tout, comme c'est toujours le cas au Festival d'hier habituellement.
Puis le mois d'octobre, il doit faire beau dans la région. Je crois que vous avez une question, mais je disais qu'il doit être très beau là-bas au mois d'octobre aussi. Alors oui, normalement, il fait meilleur au mois d'octobre qu'au mois d'avril. Donc ça, c'est déjà une chance absolue. Oui. Je voulais qu'on revienne, on parle un peu des débuts et je trouvais ça sympathique de revoir cette affiche parce que ça s'appelait le Salon des créateurs de mode au départ. Oui. Ah oui, oui, parce que vraiment, le point de départ, c'était les créateurs de mode. Ça l'est toujours aujourd'hui, même si on a rajouté en 97 la photographie et il y a quelques années les accessoires. La base de l'histoire, ce sont les créateurs de mode. Et pour moi, ce sont eux qui font vraiment tout avancer. Il n'y a pas de photographie de mode sans créateur de mode, pour moi. Et c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus dans la mode, ce sont les créatifs, leurs histoires et les émotions qu'ils arrivent à transmettre au travers de leur création. Oui. Un des premiers présidents du jury, et je trouve ça formidable de voir cette photo, John Galliano qui accepte en 91, et ça doit vous rappeler des souvenirs. Comment vous avez réussi à le convaincre de venir ailleurs? Bon, c'était pas moi, pour être tout à fait honnête. Euh, En fait, il s'est passé différentes choses un peu magiques dans les débuts du festival. Et en 1989, il y a un jeune garçon qui s'appelle Samy Tilouche, qui est un très très bon créateur belge, qui gagne un concours belge qui s'appelait, puisqu'il n'existe plus aujourd'hui, la Canette d'Or. Et du coup, Samy est sélectionné d'office pour le festival d'hier grâce à ce concours belge. Et du coup, il vient hier présenter sa collection. Et sa collection, c'est un séisme. Tout le monde pleure pendant le défilé. La collection est bluffante. Elle raconte l'histoire de son père immigré, arrivé en Belgique. Et il y a une immense émotion autour de cette collection. Et c'est le lancement du festival d'hier, d'une certaine manière. Il y a eu avant lui Jean-Rémy Domas qui était venu défiler. Et, et, et du coup, il y a, comme on dit aujourd'hui, même si j'aime pas du tout ni ce festival d'hier, et le deuxième bureau, Sylvie Grumbach et Laurent Sud à l'époque qui s'occupent de John Galliano, entendent parler du festival d'hier, et quand on cherche un président du jury pour l'année 91, comme vous l'avez dit très justement, eh bien John Galliano vient de faire un défilé époustouflant à Paris chez les Rothschild, et du coup on ne parle que de lui, et c'est John Galliano qui vient hier présider le jury, et qui non seulement préside le jury, mais en plus fait un défilé au Festival d'hier de sa dernière collection qu'il met en scène. Et ça, malheureusement, on a perdu le film du défilé dans nos archives, mais il y a quelques photos et c'est absolument dingue de voir que 4 ou 5 ans après la création de ce festival, John Galliano accepte d'être là avec nous, d'une gentillesse extrême, d'une créativité extrême, à l'écoute toujours, d'une drôlerie exceptionnelle, évidemment. Et on gardera une certaine amitié, on peut dire, avec John. Il reviendra nous aider sur différentes choses du festival, avant, évidemment, l'immense période chez Dior et puis l'immense période aujourd'hui chez Margiela. Mais on a gardé des liens d'amitié parce que John, il était accompagné de son ange gardien de l'époque, qui était son assistant merveilleux Steven. Et ben voilà, et ça laisse des traces dans la vie. Et John fait partie évidemment de l'histoire du festival pour ce qu'il y a apporté et pour la personnalité exceptionnelle dans le monde de la mode qu'il est devenu avec son talent inouï. Ce que je trouve formidable, c'est que c'est sa générosité, mais aussi le fait que le point d'attraction que sa présence a pu avoir et a amené une certaine reconnaissance. D'ailleurs, moi-même, j'ai découvert le festival grâce à ces membres du jury exceptionnels que vous avez souvent eus. Et je pense qu'il est important de souligner encore une fois que la mode en France est très parisienne. Donc, que John se déplace ailleurs, dans cette petite ville, c'est un coup formidable pour l'équipe et une tape dans le dos et un encouragement formidable. Oui, mais en même temps, si vous voulez, vous avez raison de le souligner, Stéphane, mais c'était moins d'une certaine manière. C'est très spectaculaire rétrospectivement, mais c'était beaucoup moins spectaculaire que ce qui nous est arrivé l'année d'après, en 1992, parce que là sont venues toutes les stars du moment qui étaient les stars avérées de l'époque. Vous imaginez
en 1992, se retrouvent dans le jury du Festival d'hier Martin Margiela, Helmut Lang, Jean Colonna, Jean Twitou. Voilà. Bon, déjà, ces quatre-là, peut-être que j'en oublie certains, mais c'est inouï. Je ne sais même pas comment on a fait. Et Martin Margiela, il s'est laissé photographier tout le week-end et ils étaient tellement détendus et c'était tellement un moment suspendu que quand j'ai revu les images là, puisque pendant la période de confinement en France, j'ai fait des lives sur les archives tous les samedis et que j'ai raconté un peu comme ça, très sympathiquement et très simplement ce qui s'était passé, on le voit, on sent sur les images qu'il se passe quelque chose. Et c'est Jean Colonna, le créateur que j'ai oublié dans le jury. Donc vous imaginez, Jean Colonna, Martin Margiela, Helmut Lang, Jean Twitou. Absolument fou. D'autant plus que Margiela, qui n'aimait pas la publicité, et on sait très bien qu'il n'aimait pas se faire photographier, qu'il ne faisait pas d'entrevues filmées, c'est assez formidable et assez incroyable. Ouais. On voit la photo de cette fameuse villa et j'aimerais bien qu'on en parle parce qu'au début, ce n'était pas dans la villa, c'est plus tard. En fait, c'est 11 ans plus tard que l'édition s'est faite sur ces lieux, cet endroit merveilleux, cet endroit unique qui est un trésor d'architecture moderne. Peut-être nous en parler pour que les gens puissent rêver un peu et aient envie d'y aller. J'espère. Oui, c'est la première construction d'un architecte important pour la modernité en Europe qui s'appelle Robert Mallet-Stevens, qui, très jeune architecte, reçoit une commande de deux personnages de romans qui ont vraiment existé, qui étaient Charles et Marie-Laure de Noailles, deux aristocrates français extrêmement fortunés, qui se commandent une maison intéressante à habiter dans le Midi, qui au départ est une maison de 500 mètres carrés et qui finira par être un château moderne de 2000 mètres carrés avec une piscine couverte, un squash, un gymnase, une quinzaine de chambres pour les amis et autant pour les gens qui travaillent dans la maison, des grands salons, des petits salons, une bibliothèque, des commandes d'œuvres à Alberto Giacometti, Jean-Michel Franck, Salvador Dali, Henri Laurence, des films commandés à Louise Buñuel, Jean Cocteau, Man Ray, qui tournera un film mythique dans la maison que je vous encourage à regarder, qui s'appelle Les Mystères du Château de D, qui est un chef-d'œuvre du cinéma surréaliste. Et du coup, cette maison, elle est habitée par Marie-Laure de Noailles et son mari Charles de Noailles jusqu'en 1970. Marie-Laure décède à ce moment-là et la ville, grâce à un maire extrêmement éclairé, décide d'acheter cette propriété. Elle est classée monument historique assez rapidement par un ministre de la Culture éclairé qui était Michel Guy aussi, avec l'aide et les conseils d'André Poutman. Ce qui est marrant, c'est qu'André Poutman sera dans notre conseil d'administration après. Et du coup, moi, je découvre cette merveilleuse villa de Noailles en 1989. Elle vient d'être en partie restaurée. On y fait une exposition avec Florence Muller sur la mode et la photographie en 1990, pardon, et le festival, comme vous le disiez justement, Stéphane, s'y installe en 1996 et ne la quittera plus, puisque aujourd'hui, c'est le bâtiment central du festival de hier, où se déroulent les expositions, les rencontres avec la Fédération de la couture, voilà, des ateliers pour les enfants, voilà, des fêtes, bien sûr, puisque le festival d'hier, c'est aussi beaucoup de fêtes. Dans le festival, il y a fêtes, donc c'est normal qu'il y en ait beaucoup. Et puis, ça a été un lieu de fête auparavant, avant nous. Et c'est un endroit qui est extrêmement chargé, qui a une histoire importante pour les arts décoratifs dans le monde et en France et en Europe. Et du coup, c'est un lieu qui nous a accueillis un peu les bras ouverts quand on est arrivé en 1996 et dans lequel on se sent bien. Et on s'y est tellement bien senti que la ville nous a proposé de faire revivre le bâtiment en y installant un centre d'art qui s'appelle le centre d'art donc Villa de Noailles, qui est un centre d'art d'intérêt national depuis 2016 et qui vit 300 jours par an. Et le Festival international de mode et de photographie à Hyères est un
des événements qui s'y déroulent, qui est le plus important, qui est la locomotive de cette vie de centre d'art, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses autour. Et c'était émouvant pour moi de voir évidemment Karl Lagerfeld comme ça qui apparaît au détour d'une image. Ça, c'est en 2002. Karl Lagerfeld était président du jury. C'est l'année où Felipe Oliveira Batista a gagné le festival d'hier. Et Karl Lagerfeld avait fait une exposition dans la piscine de la Villa de Noailles. Et c'est la dernière fois que la piscine intérieure de la Villa de Noailles a été remise en eau grâce à la demande de Karl Lagerfeld, que nous avions acceptée, évidemment. Et puis, il y était venu faire des photographies en 1995 qui ont donné lieu à la publication d'un livre. C'est la photo qui est juste derrière celle-là, qui est une photo en noir et blanc. Sa générosité a conduit Karl Lagerfeld à offrir, avec la maison Chanel, voilà cette image-là, à offrir toutes les images de cette merveilleuse exposition à la Villa de Noailles, avec un livre qui a été depuis réédité, puisqu'il était épuisé par la maison Chanel. Et l'image suivante, c'est vraisemblablement c'est le plus beau moment que j'ai pu vivre depuis que j'organise ce festival. C'est la 30e édition avec la maison Chanel comme invité d'honneur et l'immense et magnifique Karl Lagerfeld comme directeur artistique, avec Virginie Viard, présidente du jury mode, et Eric Fronder, président du jury photo. Voilà, c'était vraiment, véritablement comme un rêve au bout de 30 ans que d'avoir la maison Chanel qui accepte d'être invité d'honneur de cette 30e édition. Parce que tout allait avec. Il y avait des membres du jury, tous plus exceptionnels les uns que les autres, des qualités d'exposition, de concert, avec un concert mythique donné par cet artiste français Christophe dans une villa magnifique que la ville, que la métropole a depuis acquise, qui s'appelle la Villa Romaine, avec l'aide de la maison Chanel et de plusieurs partenaires privés comme la maison Hermès ou la fondation Carmignac. Et c'était évidemment dingue, comme la mode peut l'être à certains moments quand elle décide d'être généreuse et à l'écoute. J'ai eu le bonheur d'être présent à cette 30e édition et je veux dire que ça a été un moment formidable parce que Karl Lagerfeld était un homme d'une grande générosité aussi. Il a fait une classe de maître, il a fait des expositions pendant le festival, il a accordé des entrevues, il y a eu la réédition du livre justement de photos. Et d'ailleurs, je voulais lire un extrait de ce livre blanc qui est le livre du 30e anniversaire, que vous m'avez dédicacé d'ailleurs. Vous l'avez peut-être oublié parce qu'il y a beaucoup de monde pendant ce festival. Mais il y a un très beau texte de Karl qui parle de la photo et de ces fameuses photos qu'il avait faites en 95, qui était au moment où elle n'était pas entièrement rénovée, cette ville-là. Et il dit: chaque photo est un adieu, témoin fidèle d'un instant évanoui. C'est ce pouvoir fragile et mélancolique qui m'attache tant à la photographie. La Villa Noailles est un endroit intemporellement moderne. Elle a traversé plus de 70 années de notre siècle, mais sans aimer, puis abandonner, oublier. Et puis un jour, on a découvert qu'elle était un symbole parfait de tout ce qui était considéré moderne à la fin de notre siècle. Le talent de Rob Malley Stevens et l'esprit de son propriétaire, le vicomte Charles de Noailles, en avaient fait quelque chose de magique. Très beau. Oui, oui. C'est vrai que c'est un lieu très magique que cet endroit qui sert, et vous parliez de la piscine, il y a donc des expositions parallèlement à ce concours. C'est ça qui est formidable, vous faites beaucoup, il y a des expositions dans la villa, il y en a dans la ville aussi. Il y a également, et là on voit la piscine qui est couverte, une exposition, il y a des conférences, il y a des rencontres et des discussions avec des gens mais qui vraiment sont captivants. Et il y a cette rencontre, et moi je suis toujours impressionné, c'est la présentation de ces jeunes créateurs qui rencontrent un jury, et je me dis à chaque fois, ils doivent trembler comme des feuilles devant ce jury incroyable. Oui, en même temps, tout à l'heure, je disais que le festival d'hier, ça peut changer leur vie en une heure. Ils le savent très bien en arrivant, c'est pour ça qu'ils concourent aussi. L'avantage de notre festival, c'est qu'il est, je pense, extrêmement bien préparé. Ils ont à peu près un mois de rendez-vous au téléphone avec Maïda Grégory, qui est la directrice artistique du festival.
puis 10 jours de répétition avant que le jury n'arrive. Le jury que vous montrez là à l'image, qui est effectivement très impressionnant, il donne lieu à des répétitions extrêmement précises les jours précédents. Et du coup, ils sont relativement rodés. Alors évidemment, comme il y a un enchaînement de répétitions, de préparation, de travail qui dure 10 jours, ils ont en gros dormi 4 heures en 12 jours. Donc quand ils arrivent comme ça le vendredi matin à 10 heures devant le jury, ils sont épuisés, mais ils ont 20 ans. Ils ont la force de la jeunesse, la beauté de la jeunesse, et c'est ce moment, vous le dites très justement, Stéphane, est toujours d'une magie vraiment rare, parce que tout est beau, parce que les gens qui regardent sont aussi très souvent beaux. Il y a une magie dans ce moment qui est un des moments que je préfère, même si cette journée du vendredi, pour l'organisateur que je suis, est très dure, mais c'est très magique. Ça dure 4 heures ou 5 heures, puisque tout le monde passe et devant le jury et devant la presse et les professionnels ensuite. Et puis le soir, il y a le défilé, le premier défilé, qui est toujours très magique aussi, parce que c'est le premier défilé, qu'on a travaillé dessus pendant des mois, et que le défilé, c'est la magie de la mode. Il y a beaucoup de discussions depuis ces derniers mois sur l'intérêt du défilé. Le défilé, c'est un moment unique. C'est comme si on disait à un artiste, à un musicien de se priver du concert live. C'est absolument irremplaçable. Il y a une émotion dans le défilé. Il y a un achèvement, un aboutissement de la créativité du créateur de mode qui s'exprime à ce moment-là, qui est irremplaçable. Et ça fait beaucoup pour le festival d'hier et pour les défilés et la mode en général. Donc oui, hier, c'est toujours un moment magique qui se déroule dans un hangar qui s'appelle le hangar de la mouture, qui est un ancien hangar dans lequel on mettait le sel en sac. Là, on voit la première collection primée au Festival d'hier des botteurs, les directeurs artistiques de la maison Nina Ricci, qui ont gagné le festival il y a 3 ans. Et là, on voit une image de ce fameux grand hangar dans lequel se déroulent les défilés. Oui, là aussi, c'est un lieu assez magique. D'ailleurs, quand on y arrive, près de l'eau, et il y a un côté mystérieux. C'est un hangar qui est ancien, mais c'est un lieu magique. Et le niveau de présentation est vraiment exceptionnel. Et je dois dire, c'est l'ambiance qui règne aussi dans cette salle, avec un public très attentif et très enthousiaste. Mais vous avez raison, moi je trouve que le défilé reste encore et malgré tout un lieu important de découverte d'une collection, et je suis tellement heureux de vous l'entendre dire. Et ça se termine toujours dans un esprit formidable. Moi, je réussis bien, je trouve, la fin du défilé, il y a une célébration, un amour de la musique. Et là, je voulais parler d'une lauréate. On est très fiers parce que c'est la première Québécoise qui a remporté, Marie-Ève Lecavalier. Qu'est-ce que vous pensez? Quel souvenir vous conservez de Marie-Ève Lecavalier? Écoutez, j'en parle d'autant plus facilement que c'est une de mes anciennes étudiantes à la Aide à Genève. Donc, je l'ai connue vraiment au début de sa carrière, on peut dire, et que c'est quelqu'un de très sérieux, de très appliqué, qui travaille le cuir d'une manière vraiment très étonnante. Et ça faisait plaisir de voir qu'elle gagnait ce prix Chloé au Festival d'hier, parce que c'était une juste récompense de sa créativité, de son talent et de son sérieux, je dirais. Et prix spécial du jury qui en venait à lui mettre. Et c'est bien que vous disiez de très bonnes choses d'elle parce qu'elle nous écoute en ce moment. Et normalement, on devrait la voir réapparaître. Elle voudrait vous saluer et dire quelques mots. Marielle, je ne sais pas si tu nous entends. Et normalement, la connexion devrait se faire, mais elle garde, et elle nous en parlait, un merveilleux souvenir. Bonjour, ça fonctionne? Oui. Coucou Jean-Pierre. Salut Marielle. C'est bon. Ouais, super surprise. Bon Jean-Pierre. Oui, super Jean-Pierre qui a créé franchement un festival qui a changé la vie de beaucoup, beaucoup de jeunes créateurs, photographes et artistes. Donc, c'est très important comme institution. Vraiment. Et comme professeur, comment il était? Jean-Pierre, comme professeur, franchement, c'est quelqu'un de tellement passionné, en fait.
il fait un peu comme maintenant, en fait. Il raconte l'histoire de la ville de Noël, d'un amour vraiment profond. C'est quelqu'un qui s'intéressait profondément à ce qu'on faisait aussi, qui était toujours très enthousiaste, très généreux, puis qui nous encourageait vraiment à être sincère, en fait, dans ce qu'on faisait. Puis pour justement arriver à faire ce qui se fait de mieux. Puis je pense que la plupart de ses élèves, on a bien réussi après. On a toujours gardé une très bonne relation avec notre Jean-Pierre, qui ce truc-là aussi très, très content, qui Bon, prend soin. non, mais vous étiez une très bonne classe aussi. Oui, oui, non, on était une belle équipe. On était une belle Ouais. équipe. Ouais, non, c'était super, franchement. Merci beaucoup, Marie-Ève, Merci, pour ces Marie-Ève. petits mots. Merci d'avoir été là et bonne poursuite. Oui, on voit justement une photo où Marie-Ève, parce qu'il y a beaucoup d'émotions quand on gagne un prix. Et pour vous, Jean-Pierre, ça doit être assez formidable de voir et d'être témoin de ces moments privilégiés. Alors, Stéphane, très simple. Alors, oui, bien sûr, mais sur le moment, on est tellement dans l'organisation et très souvent, évidemment, dans la fatigue et que ces moments, on les vit pas, on les vit intensément, mais on les voit pas. Et la force de la photographie dont parlait Karl Lagerfeld tout à l'heure, quand vous disiez ces mots très justes, quand je vois cette photo d'Haider Ackermann avec Marie-Ève, bah c'est là que souvent l'émotion se révèle et que la photographie est très importante. On travaille beaucoup sur les archives du festival. J'aimerais beaucoup qu'on fasse un livre parce qu'il n'existe rien aujourd'hui sur la mémoire du festival d'hier depuis ses débuts. On perd évidemment avec le temps et ma mémoire de vieil homme qui arrive et la mémoire des choses parce qu'on perd des objets et des souvenirs. Et je pense que c'est très important de garder la mémoire comme ça pour la transmission de l'émotion. Et c'est vrai que moi, il y a un discours merveilleux d'André Malraux sur l'émotion qui dit à quel point la culture n'existe que parce qu'elle est émotion. Et je suis un adepte de ce discours fondateur d'André Malraux. Et du coup, beaucoup d'émotions se dégagent souvent de nos organisations. L'émotion, ça fait partie de la vie. L'émotion, c'est la vie. Et de la voir et de la partager avec les artistes et avec le public, c'est capital. Je voulais souligner ces magnifiques trophées aussi de la maison Gossens et ils ont été créés au moment où justement Chanel s'est impliqué et je trouvais ça très bien. D'ailleurs, l'idée était très belle quand vous aviez ces palmiers, parce que hier, les palmiers, c'est le nom de la ville aussi, et que vous remettiez ces vrais palmiers, mais d'avoir ce symbole qui reste un très beau cadeau. Oui, alors c'est un dessin de Karl Lagerfeld. Ah bon? Pour le 30e anniversaire du festival. Et pardonnez-moi Stéphane, ce n'est pas la maison Gossens qui les réalise, mais la maison Desrues, qui est une des autres maisons d'art de Chanel. Et en fait, ma proposition venait d'une tradition qui a existé longtemps à Hyères et qui était la tradition des palmiers d'or. Donc, quand vous veniez à Hyères et que vous étiez une personnalité, comme Marie-Laure de Noailles, comme Simone Berriot, la directrice du Théâtre Antoine, par exemple, à Paris, eh bien, vous receviez à votre arrivée, ou parce que la ville le décidait, un palmier d'or. Et je trouvais très beau cette idée de remettre des palmiers d'or, qui ne sont pas évidemment en or, mais qui sait peut-être un jour, et de remettre ces palmiers merveilleux que la maison Chanel, avec la Maison des Rues, nous ont permis d'offrir à ces jeunes créateurs qui les reçoivent. Et c'est en plus de tous les cadeaux professionnels qui sont les leurs quand ils gagnent le prix, qui sont un merveilleux cadeau souvenir pour leur histoire personnelle. Une des choses qui me frappe aussi et qui doit aussi vous étonner ou peut-être pas, mais c'est le talent qui est réuni et le succès des lauréats. Parce qu'on peut citer quelques noms. Il y a Victor Erolf, naturellement, Anthony Vaccarello chez Yves Saint Laurent, Felipe Oliveira Batista chez Kenzo, Julien de Sena chez Paco Rabanne, Rashmi Butter et Lizzie Airberg chez Nina Ricci. C'est impressionnant. C'est incroyable. Oui, mais bon, oui, c'est impressionnant. C'est ce qui fait un peu la carte de visite du festival. Il y a aussi Sébastien Meunier chez Anne de Meulemester, Ikingin qui a été chez Poiré. Mais c'est avant tout leur talent. Il faut disparaître derrière leur talent. Ce sont des gens qui sont devenus des amis pour beaucoup au fil du temps. Et on est heureux d'avoir été là au tout début de leur carrière. Moi, j'espère simplement
je le sais pour certains d'entre eux, qu'on les a aidés et qu'on leur a facilité le début de leur carrière. Je sais que par exemple, quand Viktor Rolf a gagné le festival d'hier et qu'ils ont eu les vitrines de Maria Luisa gentiment offertes par Maria Luisa après, ça les a beaucoup aidés. La même chose pour Anthony Vaccarello au moment de son Grand Prix. Voilà, et ce sont des coups de pouce comme ça qui les ont beaucoup servi. Et en tous les cas, je trouve que pour tous ces gens que vous avez cités, ils sont à la tête de maisons très importantes et ils font un travail dans la mode aujourd'hui, dans la création contemporaine, vraiment très intéressant et important. On doit se sentir très, très utile aussi quand on voit ces résultats. On a une raison d'exister. Ouais, alors moi je suis assez pour le travail au quotidien et je suis pas très retour en arrière. Et j'espère, je crois, être quand même assez humble. Je suis content pour eux. Ça aide le festival, c'est indéniable, mais c'est plus, ce qui m'intéresse, c'est plus ce qui doit arriver, ce que l'on doit faire pour s'améliorer et pour continuer à être sur le devant de la scène, euh, pour, pour encore mieux les aider que ce qu'on a pu les aider par le passé. On a encore beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de choses qu'on rêverait de faire que l'on ne fait pas, que l'on ne peut pas faire par manque de moyens, par manque de temps, par manque d'équipe. Et donc, comme ça donne des perspectives et ça nous projette dans l'avenir. Petite anecdote, est-ce que je me rappelle avoir lu, il me semble, et si je me trompe, vous me le direz, que Viktor et Rolf avaient failli ne pas se retrouver en compétition. Oui, mais ça vous n'avez pas trop le droit de le dire, Stéphane, normalement. Mais l'histoire se termine bien. Et vous avez eu flair, encore une fois. Oui, alors après, c'est toujours facile à dire rétrospectivement. Et moi, j'étais très fan et oui, on a repêché le dossier. Mais c'est formidable parce que je trouve que ce sont des gens qui sont restés très fidèles à cette participation hier qui est la création. Et ils ont même décidé de poursuivre dans une voie qui est la haute couture pour continuer à être dans la création et de ne pas céder à la tentation de la grande diffusion non plus. Vous parlez de Viktor Rolf, là, oui, Stéphane? Oui, j'aime bien leur approche encore aujourd'hui. Oui, 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 oui. Bon, après, je pense qu'ils ont eu la chance aussi de signer un des contrats du siècle avec leur parfum et que ça leur donne une liberté que peut-être d'autres n'ont pas. Mais cette liberté, ils l'ont gagnée, ils l'ont obtenue par leur talent. Et je dois dire que le défilé de Viktor Rolf en 1993, c'était absolument merveilleux à tout point de vue. Ça rejoint ce que je disais sur le défilé tout à l'heure, mais la bande-son, le choix des mannequins, la collection, l'histoire qui allait avec, tout était parfait. Donc, il n'y a jamais de mystère ou de hasard. Ces garçons sont arrivés où ils sont arrivés, et c'est vrai pour Anthony, c'est vrai pour Felipe, c'est vrai pour Julien, parce que ce sont des créateurs et des créatifs exceptionnels, gentils et exceptionnels. Ce que je trouve aussi touchant, c'est le discours. J'ai eu la chance d'entendre 2 de vos discours en ouverture du festival. Et c'est toujours un moment d'émotion. Il y a beaucoup de monde, c'est l'esprit de la fête, vous êtes très accueillants, il y a des fleurs partout, des pivoines, c'est la saison en général en avril, il y a du rosé. Et vous arrivez et vous adressez à la foule avec et on sent tellement de sincérité et surtout un amour de la création. Et j'aimerais qu'on en parle de cette importance pour vous de demeurer créatif et que la création est importante. Oui, alors il y a plusieurs questions dans votre question. Après, ce qui est je ne sais pas comment aborder les choses, mais je sais, parce que j'aurais pu parler d'émotion, mais je sais que c'est un aspect qui vous tient vraiment à cœur, de défendre cet aspect que la créativité est une réponse à beaucoup de choses, qu'il est important de valoriser. Oui, 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 oui. Bon, juste
deux mots. Je suis autodidacte, donc je viens un peu de nulle part. Donc, il y a des fois où la fatigue aidant se retrouver devant 1000 personnes. Dans les 1000 personnes, il peut y avoir Karl Lagerfeld, la ministre de la Culture, la princesse Caroline de Monaco, et j'en passe. Ben voilà, ça m'impressionne encore, et je pense que ça m'impressionnera toujours. Donc, c'est vrai que la fatigue aidant, je me suis souvent laissé aller à une certaine émotion qui a touché ce qui est plutôt très encourageant et rassurant pas mal de gens. Mais je travaille là-dessus pour essayer de la supprimer, ces débordements d'émotions. Mais pour aller dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure, il y a un président de la Fédération de la couture, après notre président d'honneur qui est Didier Grambach, qui s'appelle Ralph Toledano, Oui. que j'aime beaucoup et qui dit toujours « Never forget, first creativity, second creativity, third creativity ». Et ça, c'est la base de tout, pour tous les métiers. Parce que sans les créatifs, rien n'existe derrière. Je disais tout à l'heure que, évidemment, même si c'est une évidence, la photographie de mode n'existerait pas sans la mode, mais rien n'existerait sans les créatifs et sans la créativité. Donc nous, on est au service de ces créatifs. C'est notre métier. Nous, on est dans une chaîne. Nous, on est un maillon de la chaîne, de la médiation, de la représentation, de la monstration. Mais il n'y a rien d'autre de plus intéressant que la créativité chez les artistes, depuis toujours et pour toujours. Avez-vous l'impression parfois qu'on oublie la jeune création, que les médias s'intéressent seulement aux grands noms établis et qu'on vit une période assez étrange? Autant il y a les réseaux sociaux, autant il y a une partie de ces jeunes qu'on ne connaît pas assez. Oui, alors c'est vrai on va dire pour la presse mainstream, mais il y a quand même une presse un peu plus alternative qui s'intéresse quand même beaucoup à la jeune création, beaucoup plus. Mais après, il y a une problématique qui peut se comprendre, que je comprends peut-être un peu mieux avec le temps, c'est que la presse mainstream, souvent, elle parle de mode achetable, de produits de consommation, et souvent, la mode des jeunes créateurs, elle ne correspond pas à un produit de consommation. Donc, voilà, il y a souvent cette incompatibilité entre la presse mainstream et la jeune création, mais je crois pouvoir dire que quand même, depuis le fait que le Festival d'Hyères existe, donc depuis 35 ans, il y a un renouveau de l'intérêt de la presse et des professionnels vers la jeune création qui est beaucoup plus grand que tout ce que l'on a pu connaître auparavant. Très bonne nouvelle. C'est bien et espérons que ça continue. Oui. Les écoles, je me rappelle d'une discussion qui avait eu lieu probablement lors du 30e de l'importance des écoles, de l'éducation et de la formation. Je présume que vous y croyez toujours, qu'elle a sa nécessité dans ce milieu. Oui, mais c'est extrêmement important et ça rejoint ce qu'on disait juste à l'instant sur la créativité. Les meilleures écoles du monde aujourd'hui sont celles qui défendent la créativité et c'est là que tout se rejoint. Et il faut des grandes écoles publiques avec des moyens de rencontre, de travail, de liberté. Et ce sont ces écoles-là qui ont ces ingrédients-là qui forment les meilleurs créatifs et les meilleurs créateurs de mode. Alors, bien sûr que ça n'enlève absolument en rien le côté business que l'on peut effleurer et apprendre quand on est créatif, mais on a toujours su que les créatifs n'étaient pas des gestionnaires, et à quelques exceptions près, et c'est très bien comme cela, et c'est bien qu'il y ait des duos création, management qui se forment, et on a une école en France qui est un peu à la pointe de ces choses-là, que notre président Didier Grambach ou que Pierre Berger ont créé, qui est l'IFM. Oui, qui est essentiel, je dirais, dans l'univers de l'apprentissage. Oui. Les 35 ans, vous avez encore une fois un jury assez formidable, entre autres avec Jonathan Anderson, mais aussi Paolo Roversi pour la photographie, qui est un de mes maîtres à penser, je dirais, en photographie.
Hubert Barrère de la Maison Le Sage pour les accessoires de mode. Un travail de jury qui n'est pas facile parce que ce serait peut-être bien pour faire comprendre l'ampleur, parce que le festival est vraiment devenu international. Il y a beaucoup d'inscriptions et vous en avez à un moment donné autour de 240, si je comprends bien, autour de ça. Il faut en sélectionner 50 qui vont venir à Paris, le jury le voit, et là, 10 talents se rendent ailleurs. Oui, C'est pas c'est facile. exactement ça. Ces étapes doivent être assez... Je sais que vous avez de l'expérience, mais il me semble que ça ne doit pas être évident. Oui, c'est pas évident, mais ça fait partie du plaisir de l'organisation. Oui, vous dites 240, mais c'est 240 dossiers pour la mode. Il y a à peu près 800 dossiers pour la photographie et à peu près 200 dossiers aussi pour l'accessoire. Il faut savoir que pour la mode, on reçoit un prototype par dossier à hier. Donc, ça veut dire que les années où on en reçoit 400, ben, il faut stocker les 400 prototypes, les recevoir, les contrôler, ne pas les perdre, bien sûr, les transporter. Et c'est une gestion et une intendance très lourde, mais qui va avec le plaisir d'organiser ce festival. Vous êtes heureux de ces finalistes dont j'ai choisi au hasard quelques photos, quelques talents. Le travail de Aline Boubin et de Xavier Brizou sur cette photo. Ça semble être une bonne cuvée, d'après ce que je vois. Après, c'est toujours un peu difficile à dire, mais je crois que cette année, c'est assez étonnant parce que les trois cuvées sont bonnes. C'est-à-dire que la mode, il y a des talents absolument remarquables. En photographie, la même chose, et en accessoires de mode, la même chose. Donc, je pense que ça devrait être une très belle année pour les trois concours. Oui, et pour les accessoires, j'ai un exemple ici, il est aussi très, Oui. très fort. Et à quoi peut-on s'attendre pour cette 35e édition, étant donné que les gens vont avoir le temps de se préparer pour y aller? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour les inciter? C'est sûr qu'il y a les passionnés de mode, mais qu'est-ce que vous préparez de bon pour cette 35e? Bah alors, bon, malheureusement, comme vous le savez, c'est une année particulière, tellement particulière que le festival est reporté de 6 mois. Donc, franchement, Stéphane, on ne sait pas où on en sera au mois d'octobre. On va sauver le festival. On va sauver les 35 ans du festival. On va essayer d'en faire une fête. On comprend jour après jour qu'il y a beaucoup, beaucoup d'attentes de beaucoup de gens autour de ce festival, parce qu'on sera évidemment un des grands festivals de la rentrée, que les gens n'auront pas vu beaucoup de festivals de cette année, et que si le bonheur nous est fait de pouvoir nous maintenir jusqu'au bout, bah, on donnera beaucoup, beaucoup de plaisir aux gens, parce que ce sera évidemment un festival festif et chargé d'émotions pour des tas de raisons. Il y aura la célébration des 50 ans de la disparition de Marie-Laure de Noailles, la célébration des 35 ans du festival, bien sûr. Et du coup, ben, il y aura évidemment beaucoup de surprises dans la programmation et dans les invités, voilà, avec des concerts en ouverture, des concerts en clôture et pas mal de choses nouvelles qui se rajouteront d'ici l'ouverture le 15 octobre du festival. La bonne nouvelle aussi, c'est que la Villa Noailles va rouvrir le 10 juillet, donc très bientôt. Ça aussi, ça va être pour vous de faire revivre ce lieu, et surtout pendant l'été. Ça fait chaud au cœur de savoir que c'est dans un mois à peine. Oui, alors on a déjà réouvert l'exposition sur Charles et Marie-Laure de Noailles. Donc, dès que la date en France était autorisée, c'est-à-dire le 15 mai, je crois, on a réouvert tout de suite. Et du coup, ça, c'est une toute petite partie de la villa. Mais effectivement, comme vous le dites très justement, Stéphane, on réouvrira des expositions d'été à Hyères et à Toulon, dans la villa de Noailles, autour des arts décoratifs et autour de Marie-Laure de Noailles, puisque l'exposition François-Marie Bagné, qui rendra hommage à Marie-Laure de Noailles au mois d'octobre, sera présentée un peu en avant-première le 10 juillet pour les expositions de l'été. Vous m'aviez dit pour les 30 ans que vous étiez un peu inquiet de l'avenir du festival parce que vous aviez besoin de fonds et qu'il fallait continuer, qu'il y avait beaucoup de travail et que, dû à la dimension internationale aussi du festival, ça demandait beaucoup de travail pour les équipes. Est-ce que vous êtes confiant maintenant pour les 35 ans de la solidité du festival? Non.
Mm. Le festival va mieux peut-être que quand on en a parlé pour les 30 ans, mais il est extrêmement fragile. On reste une petite organisation en province et je pense que si demain je quitte la direction du festival, le festival perdurera pas longtemps. Et c'est ça c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il y a eu beaucoup de belles énergies depuis 35 ans, beaucoup de travail, et je pense qu'il faut faire en sorte que par toutes les manières, ce festival continue d'exister. Voilà, et du coup, c'est le travail de mes années à venir de faire en sorte qu'avec nos tutelles qui sont à notre écoute, l'État, la métropole, la région, le département et nos partenaires privés, comme la Maison Chanel ou la Maison Hermès ou le groupe LVMH, ou la Maison Chloé, ou tous ces gens qui nous soutiennent, de trouver un avenir et de garder un avenir au seul grand festival de jeunes créateurs qui existe au monde et pour le voir perdurer. Je n'ai qu'à vous souhaiter longue vie, Jean-Pierre. Merci et longue vie au festival naturellement, mais surtout merci pour cette passion, merci pour cet enthousiasme, merci de défendre la création, merci de défendre la relève. J'ai beaucoup de merci, mais ils sont très, très sincères. J'en garde un souvenir incroyable. J'espère y revenir un jour et j'espère vous voir un jour à Montréal aussi. Mais avec vraiment, plaisir. Merci infiniment. Merci beaucoup de votre invitation et à très bientôt au festival et peut-être à très bientôt au Québec que j'aimerais découvrir, que je ne connais pas. Merci beaucoup.